Alors on va directement passer à la deuxième présentation qui est un petit peu dans cette perspective-là au niveau des stockages possibles d'énergie avec Gérard Dupouille aussi, qui va nous parler un petit peu de la pile à hydrogène et notamment comment on peut stocker aussi l'énergie. Voilà, alors en fait, je dois préciser que mon thème, c'est le stockage de l'électricité et l'infrastructure énergétique qui va avec. J'ai pu remarquer que EDF, en particulier, pilonne tant qu'il peut pour dire on ne peut pas stocker l'électricité. Donc les énergies renouvelables, genre le soleil, il n'y en a pas tout le temps, le vent, il n'y en a pas tout le temps, donc c'est impossible, on ne peut pas stocker l'électricité. Et j'ai pu remarquer que cette idée est tellement rappelée constamment que je voudrais savoir dans la salle qui est persuadé de ça. Je suis sûr qu'il y en a déjà beaucoup qui le croient. Or, c'est faux. L'électricité, on peut la stocker et EDF le sait très bien, puisque justement tout à l'heure on en a parlé, les centrales nucléaires qui fonctionnent en continu, non seulement la nuit, il y en a trop, donc il faut allumer tout ce qu'on peut, il faut faire des tarifs spéciaux pour les particuliers pour faire fonctionner leur machine la nuit, mais également EDF stocke l'électricité des centrales nucléaires. 75% arrive à être stocké et il le stocke avec un système très connu qu'on appelle le STEP, c'est-à-dire des stations de transfert d'énergie par pompage. Le principe est tout simple. Quand il y a de l'électricité en trop, on la pompe dans une partie basse, dans de l'eau en bas, d'une rivière ou n'importe où, et on la propulse en hauteur, où elle est retenue en hauteur. Et puis, quand il y a des pointes de demande d'électricité, il suffit de relâcher cette eau qui est en hauteur, qui passe à travers des turbines et qui fait marcher l'électricité, qui apporte de l'électricité. Donc EDF sait le faire et ils mentent, ils trichent en disant que ce n'est pas possible. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Justement parce qu'ils ne veulent pas qu'on développe le renouvelable. Et ensuite parce que l'idée de stocker l'électricité va favoriser forcément l'éolien, le photovoltaïque et puis toutes les énergies renouvelables. C'est toute une infrastructure nouvelle qui peut apparaître. Donc c'est ça que je voudrais montrer, l'infrastructure que l'on peut avoir. C'est bon. Donc ici, c'est juste une petite introduction rapide. Il y a 3 sources d'énergie propres, on l'avait dit. Le soleil, l'attraction universelle et la géothermie, en gros. Celle qui est suffisante, c'est le soleil. En tenant compte, on l'a dit tout à l'heure, il y a 10 000 fois, le soleil apporte 10 000 fois la consommation énergétique annuelle de toute l'humanité. Donc on ne peut pas dire que c'est insuffisant. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. On dit que c'est intermittent, que c'est, en fait, on devrait dire variable plutôt qu'intermittent, et que donc c'est fait exprès. On ne parle pas des vecteurs d'énergie stockable. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir maintenant. Voilà la structure énergétique qui est à proposer. Les sources renouvelables, dont on a fait la liste, il y en a 55, au moins 55 sources d'énergie renouvelable primaire. 55, c'est pas le soleil et l'éolien seulement, 55. Ces sources d'énergie renouvelable permettent de fournir de l'électricité et de la chaleur. Rien que elles déjà. Et en même temps, vous voyez ici, j'ai mis économie sans régression. On vous en a parlé tout à l'heure. Plus on économise, évidemment, moins on tirera sur ces sources-là et moins on tirera effectivement sur les vecteurs d'énergie stockable. Ces vecteurs d'énergie stockable sont aussi fabriqués en excès des sources renouvelables primaires. Quand on a trop de vent, quand on a trop de soleil, qu'on ne peut pas tout utiliser, on va faire ces vecteurs d'énergie stockable. Et en période de pointe, en période de manque, ces vecteurs vont permettre de redonner soit de l'électricité, soit de la chaleur. Alors donc, il faut voir ça, cette structure, il faut la voir en 2 périodes. Une période de transition que l'on peut qualifier à peu près une vingtaine d'années, mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à au moins 50 ans après, parce que justement, on ne va pas se limiter à cette période de transition, il y a autre chose à voir. Parmi les vecteurs d'électricité stockable, il y a l'hydrogène, la biomasse, l'éthanol, le méthane, l'aluminium. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à stocker l'électricité. Toute substance qu'on peut fabriquer à partir d'électricité et qui sera oxydable par la suite rendra l'énergie. Negawatt a choisi le méthane.
dans la période de transition. C'est-à-dire que dans les 20 ans qui viennent, c'est ce méthane qui devrait être le gaz qui permettra à la fois la chaleur, le stockage d'électricité et la fabrication d'électricité. Pour la période d'après, c'est l'hydrogène, le dihydrogène. C'est pour ça que dans le texte de mon intervention, il était question d'hydrogène. On verra que c'est un petit peu plus délicat et qu'il faudra autre chose pour le faire. Voilà le scénario de négawatts. On part de la production d'électricité renouvelable. Tout est dans le renouvelable, que ce soit hydraulique, éolien, photovoltaïque. Cette production d'électricité, alors soit elle est consommée, évidemment, quand on en a besoin, elle est consommée. Quand il y en a trop, elle peut être stockée dans des batteries stationnaires ou embarquées. Effectivement, là aussi, les batteries, c'est connu. On sait stocker l'énergie sous forme de batterie. On verra tout à l'heure aussi, très rapidement, que même EDF a fait un exploit en matière de batterie et de stockage. On en parlera tout à l'heure. L'électricité en trop, elle va servir à l'électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? On prend de l'eau, on la fait passer dans un système, dans un électrolyseur, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, ça va décomposer la molécule d'eau en oxygène, d'une part, et en hydrogène, d'autre part. L'hydrogène est un gaz donc, qui va être hautement énergétique. Mais dans le scénario de transition, on ne garde pas l'hydrogène. On le transforme immédiatement en méthane par le procédé de méthanation. Tous ces procédés existent. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire il faut inventer le système de méthanation. Non, ces procédés existent, on sait le faire, les entreprises existent, il n'y a pas de problème. Et c'est réalisé d'ailleurs en Allemagne. L'Allemagne a déjà installé des systèmes de méthanation. L'avantage, c'est qu'avec la méthanation, on obtient du méthane, bien sûr, mais aussi la réaction donne de la chaleur, donc on peut aller vers les réseaux de chaleur. Donc voilà ici, dans le système négawatt, c'est la méthanation, c'est le méthane qu'on met en réserve. Voilà justement l'électrolyse de l'eau, ça c'est un petit peu technique, on va peut-être passer rapidement, mais c'est vous montrer, pour expliquer que ça existe, ça fonctionne, hein, c'est un électrolyseur alcalin qui est ici, avec une tension de 2 volts maximum, entre 2 électrodes nickel d'une part et acide nickelé de l'autre, eh bien dans une solution basique, on va décomposer de l'eau, en faisant passer l'électricité dans l'électrolyseur, on va décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Oui, on verra que ce système se fait soit dans un électrolyseur, mais on peut l'avoir ailleurs. Donc la période de transition, elle est obligatoirement axée sur autonomie maximale et solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité ne peut pas, on est obligé soit de la stocker, soit de la consommer. Donc, il faut quand même aussi prévoir la solidarité. C'est-à-dire que ce que l'on peut faire, c'est que dans un endroit, dans une région, dans une zone où on fabrique beaucoup d'électricité parce qu'il y a beaucoup de soleil, par exemple, eh bien, on peut en envoyer à une région un peu plus éloignée qui, elle, est en manque d'énergie. Hein, c'est le principe de solidarité. Résultat, on va évidemment développer l'efficacité et la sobriété énergétique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à tous les intervenants précédents. Développer les énergies renouvelables à toutes les échelles. Ça, c'est important, toutes les échelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se priver. Les éoliennes offshore, c'est du centralisateur, c'est sûr. Mais le panneau photovoltaïque sur votre maison, c'est de l'autonomie, c'est de la petite échelle. Donc c'est de la petite échelle à la grande échelle, nationale s'il faut, pourquoi pas même européen. L'important, toutes les énergies renouvelables doivent être mobilisées. Encore une fois, il y en a plus de 55 qui peuvent intervenir. Donc tout essayer. Et en même temps, on installe le stockage d'électricité. C'est-à-dire qu'on prévoit que quand on a un champ d'éoliennes, par exemple, qui a beaucoup de vent, eh bien cette électricité, on va la stocker. On va la stocker, eh bien, comme on vient de le voir ici. Ce qui permettra ensuite, quand il va manquer de vent, de pouvoir retrouver l'électricité avec ce stockage. Le principe, c'est de rapprocher au maximum les points de production, les points de stockage et les points de consommation. Vous voyez, apparaît ici de plus en plus l'idée de décentralisation et de mettre, on va voir tout à l'heure que j'appelle ça un îlot, de mettre dans un îlot la production, le stockage et la consommation qui va s'en suivre. Évidemment, pourquoi? Tout simplement parce que plus on fait circuler l'électricité loin, plus on a de la perte et que finalement, on ne va pas perdre l'énergie
surtout quand elle est renouvelable. Le volume d'une unité de stockage doit être modéré. Il ne faut pas attendre des bâtiments énormes pour stocker des tonnes et des tonnes ou des volumes, des méga-volumes de gaz. C'est dangereux d'abord, hein, on sait très bien que la concentration c'est très dangereux. Et finalement, il vaut mieux avoir des petites unités modérées, hein, au niveau d'un système localisé, plutôt que des grosses concentrations de gaz qui sont risquées. Voilà le principe. Alors, on arrive maintenant à l'infrastructure que ça va imposer, ça. Chacun d'entre nous, on va devenir à la fois producteur et consommateur. Si vous voulez, dans la transition, à terme de la transition, on va avoir des panneaux photovoltaïques sur nos toits, pratiquement partout. Ça serait l'idéal, évidemment. Ça serait l'idéal, c'est-à-dire que chacun est producteur. Mais en même temps, on consomme l'électricité, forcément. Alors, ça va imposer quand même un système de gestion, qui là n'est pas encore forcément tout à fait au point. Alors, ça veut dire qu'en réalité, on va fonctionner sous forme d'îlot coopératif. Un îlot coopératif, c'est une sorte de coopérative énergétique qui peut avoir une taille variable suivant la nature de l'énergie renouvelable et la nature du stockage que l'on veut faire. Un îlot doit être géré par un réseau intelligent, c'est-à-dire que le principe est tout simple. Vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre maison, vous consommez ce que vous avez à consommer, par exemple parce que vous avez la télé branchée, votre réfrigérateur et tout, mais votre panneau photovoltaïque en fournit trop, le surplus est automatiquement envoyé sur le réseau local électrique pour être stocké ou pour être envoyé plus loin s'il y a besoin de coopération. Mais ça veut dire qu'à chaque moment, il faut qu'un opérateur électrique sache qui produit de l'électricité, combien il en produit et combien il faut lui envoyer parce qu'il en consomme aussi. Et ça, c'est une gestion électronique. C'est facile, vous avez tous entendu parler des compteurs intelligents. Hein. Vous avez aussi entendu parler malheureusement de Linky, qui est le choix français, qui n'est pas le choix le plus judicieux. Mais enfin bref, le principe du compteur intelligent est à passer. Alors voilà ce que ça donne en fait. Voilà, la gestion. En vert ici, vous avez ce que j'appelle les îlots coopératifs. Un îlot coopératif, ça peut être, je sais pas moi, une ferme agricole ou plusieurs fermes, quelques fermes qui se sont mis en coopérative, qui fournissent leurs déchets agricoles qui donc vont donner du méthane. Ce méthane va être stocké et pour ces fermes-là, la coopérative énergétique va pouvoir donner de l'électricité ou du gaz méthane à un petit groupe. C'est un îlot. L'îlot, ça peut être dans un quartier aussi, plusieurs maisons qui ont des panneaux photovoltaïques, donc qui sont producteurs d'électricité, vont être gérés par une sorte de gestionnaire électrique qui va comptabiliser l'électricité qu'elle fournit pour rendre ce qu'il faut. J'ai justement un petit exemple d'îlot qui existe, et là il faut tirer le chapeau à une région, qui est la région Poitou-Charentes, et à son chef, là, Madame Royal, Ségolène Royal, qui a réussi à créer un îlot énergétique. Ça s'appelle SEM, c'est une société d'économie mixte, qui s'appelle sur le projet Esther. Et ce projet Esther, vous verrez, c'est exactement ça, c'est une régionalisation de la production, de la gestion et de la consommation. Donc c'est vraiment très décentralisé. Bon, on peut faire mieux, hein, je veux dire encore que ce qu'elle a fait, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, donc il faut des îlots. Des centres de gestion d'îlots, c'est-à-dire que quelques îlots peuvent être regroupés au niveau gestion par l'essence, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Combien cet îlot consomme, combien il en donne, combien il consomme, combien il en donne, de façon à ce que ensuite ça soit géré par un centre de gestion régional qui lui aussi en temps réel équilibre la consommation et la production. Il faut savoir si on stocke ou si on envoie en solidarité ou si on fournit aux îlots, quoi. Je veux dire, c'est tout électronique, c'est automatique, sûrement sans aucun problème. Et puis ensuite, on passe à un centre de gestion national, puis aux échanges avec l'Europe. C'est le réseau classique, en fait, qui existe déjà à ce niveau-là, sauf qu'on va le décentraliser par plusieurs petits centres de gestion.
Vous voyez qu'ici, j'ai mis la production centralisée, directement en gestion nationale, parce que je pense par exemple que les éoliennes offshore, les centrales marémotrices et tout seront, elles, tellement centralisées que c'est géré directement par le national. Alors la transition énergétique, elle est basée sur ce qui est faisable rapidement et au moindre investissement. C'était l'idée de Négawatt. On veut se passer très vite du nucléaire et des combustibles fossiles, supprimer l'effet de serre le plus rapidement possible. Donc la solution, c'est que l'électricité produite en excédent doit être stockée au plus près pour l'autonomie ou transportée plus loin. À cause justement de cette nécessité d'aller vite, est-ce que tu peux tourner s'il te plaît ? À cause de cette nécessité d'aller vite, on va utiliser le méthane. Pourquoi le méthane ? Eh bien, tout simplement parce que grâce au méthane, on va utiliser le réseau de gaz actuel. Ça, aucun problème, pas besoin de fabriquer des tuyaux supplémentaires. On va utiliser le système de tuyaux actuel et le réseau électrique actuel. Pour la solidarité, on se sert de ce qui existe. Ce méthane est obtenu par méthanation. C'est le principe que je vous ai donné tout à l'heure. Par contre, on ne va pas le mettre à part. On ne va pas dire on va faire un petit stockage de méthane, de méthanation, ça serait à la limite ridicule et pas rentable. Non, on va le mélanger au méthane qu'on obtiendra par méthanisation, c'est-à-dire le méthane qui aura été fait par fermentation des déchets organiques dans des usines de méthanisation. On peut tourner ? Alors voilà comment se présente un îlot et le principe de fonctionnement de l'îlot. Vous avez ici la production locale d'électricité. C'est par exemple les panneaux photovoltaïques de la maison. Vous avez ensuite ici l'utilisation locale que vous pouvez stocker localement dans des batteries ou autres. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on peut faire ça déjà. Ça, c'est possible. Directement, sans rien demander à personne pratiquement. Ensuite, vous voyez que l'électricité excédentaire va passer dans la méthanation, électrolyse et méthanation, stockée dans des centres d'îlots de méthanation. Et ce méthane pourra servir dans des centrales électriques à biogaz à cycle combiné pour donner à la fois de la chaleur et de l'électricité. Je vous ai mis ici les autres sources de méthane possibles. Les batteries sodium-soufre qui sont aussi une autre façon de pouvoir stocker l'électricité. Je dépasse ? J'arrête. Et les STEP, c'est-à-dire les stations de transfert de l'énergie et par pompage, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, mais de toute façon, ça, c'était la transition. La transition, c'est pour 20 ans. Ce que je voulais vous montrer par la suite, mais je n'en ai pas le temps, je suis désolé, ce que je voulais vous montrer par la suite, c'est comment, justement, ce principe de méthanation nous fait perdre de l'énergie renouvelable, parce qu'on a, par rapport à l'hydrogène, on a 2 étapes supplémentaires, et à chaque étape, on perd de l'énergie. Et que donc, après cette transition de 20 ans, dans la période de 50 ans, on s'arrêterait directement à l'hydrogène, qu'il faudrait, comme le méthane, stocker, distribuer, grâce à des piles à hydrogène, faire de l'électricité, et aller encore vers plus d'autonomie, puisque ça, c'est possible avec les piles à hydrogène, les piles à combustible. C'est possible, par exemple, de faire une maison autonome, d'avoir son téléphone portable autonome, son ordinateur portable autonome, rien qu'avec de l'hydrogène. Voilà, bon, mais je ne peux pas aller plus loin, c'était déjà vraiment trop long. Bravo.